Vous souhaitez quitter la France ou vous avez déjà un projet d'expatriation qui est en cours, peut-être que vous l'avez retardé de par la peur de l'inconnu ou encore des dernières questions que vous vous posez, mais il est parfois délicat de trouver les bonnes personnes pour vous répondre. Je m'appelle Théo, ça fait plus de 10 ans que je suis expatrié dans différentes destinations et dans cette vidéo, je vais vous montrer les différents pays qui peuvent vous intéresser parce que de par mon réseau, je sais où vont s'installer et où restent sur une longue période de temps les entrepreneurs et les investisseurs francophones. Et dans cette vidéo, je vais vous donner un plan d'action étape par étape pour savoir dans quelle direction avancer. Alors déjà, contrairement à ce que certaines personnes pourraient penser, ce n'est pas parce que j'habite en Thaïlande et plus particulièrement à Bangkok que je vais vous recommander cette destination, que je vais défendre cette destination avec ferveur. Pour la simple et bonne raison que ça présente aussi des inconvénients que je connais très bien et que j'accepte aussi de moins en moins. Donc dans cette vidéo, je vais commencer dans un premier temps par vous donner les 5 pays dans lesquels la plupart du temps, les entrepreneurs et investisseurs français vont choisir de mettre un pied à terre. Le premier de ces 5 pays, c'est la Suisse, juste à côté de la France. C'est très facile de s'y expatrier. Il n'y a pas d'histoire de visa, pas d'histoire de passeport. Vous allez pouvoir avoir des avantages fiscaux, mais ce sera plutôt à destination des investisseurs et des entrepreneurs qui sont en fin de carrière qui vont revendre leur entreprise. Pourquoi? Tout simplement parce que les régimes fiscaux vous permettent, par exemple, si vous investissez sur un ETF ou sur une action et que vous la conservez plus d'un an, eh bien vous n'avez quasiment aucune imposition lors de la revente. Même chose avec la revente d'entreprise, vous avez beaucoup de structures intéressantes en Suisse pour effectuer des exits et tout simplement ne pas payer d'impôts ou en payer très peu. Donc c'est pour ça que vous avez aussi très peu d'activité d'un autre côté. C'est l'inconvénient, je dirais, de la Suisse, c'est que on s'ennuie un petit peu. Notez que le climat, vous le savez, il fait pas très chaud, il fait même assez froid et quand il fait pas froid, il pleut. Donc réellement, vous avez 3-4 mois dans l'année où il y a du soleil et où il fait pas trop froid pour profiter de l'extérieur. Mais je vous donne des exemples d'amis qui vivent là-bas, eh bien eux adorent les activités en extérieur, nature, ils font du vélo l'été et ils font du ski l'hiver et donc c'est parfait pour leur situation. Je dirais que les 2 inconvénients majeurs pour moi de la Suisse sont le fait que ce soit assez ennuyeux pour les personnes qui ont moins de 30 ans, qui souhaitent un petit peu rencontrer d'autres personnes. Je pense que c'est très bien pour les familles, mais je pense surtout que c'est pas du tout fait pour les entrepreneurs qui souhaitent s'enrichir. Pourquoi? Parce que vous avez un niveau de fiscalité qui est finalement assez élevé par rapport aux autres destinations que je vais vous citer juste après et que vous avez un coût de la vie qui est relativement élevé. Deuxième destination, Bali en Indonésie. Le profil d'entrepreneur qui va aller là-bas, c'est pas des entrepreneurs, ce sont la plupart du temps des indépendants et des freelancers. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, vous allez avoir un coût de la vie qui est beaucoup plus faible que ce que vous allez trouver dans les autres destinations que je vais vous citer dans cette vidéo. Effectivement, si vous êtes en plein cœur de Canggu et que vous ne sortez pas de Canggu, vous allez payer beaucoup plus cher. Canggu qui est la ville la plus peuplée du coup à Bali. Mais dès que vous n'êtes pas dans cette ville-là, eh bien tout simplement, vous allez payer beaucoup moins cher que les autres pays que je vais vous citer aujourd'hui. Vous avez aussi énormément d'activités. C'est compliqué de s'ennuyer à Bali parce que vous avez énormément de choses qui ouvrent. Vous avez énormément d'options pour sortir en journée, d'activités en journée, mais aussi d'activités en soirée. Et donc, ça en fait vraiment une destination de choix. Concernant les visas, si vous souhaitez vous y rendre simplement en vacances quelques mois, eh bien, vous n'avez pas besoin de visa particulier. Par contre, si vous souhaitez y habiter sur une longue période de temps, vous allez très probablement utiliser un visa qui s'appelle un KITAS. C'est un permis de travail qui vous permet d'être engagé par une entreprise balinaise. Je vous rassure, vous n'allez pas devoir réellement travailler pour une entreprise balinaise. Vous allez juste payer l'équivalent de 500 € et ça va vous permettre de rester 1 an et vous allez pouvoir ensuite renouveler ce visa. Une donnée maintenant qui est souvent oubliée par les personnes qui vont s'expatrier à Bali, c'est que Bali ou l'Indonésie a une taxation qui est internationale. Ça veut dire que vous êtes imposé sur tous vos revenus générés partout dans le monde. Donc je vois beaucoup de personnes qui vont déménager à Bali en Indonésie et qui ne payent pas d'impôts, mais ce n'est pas parce qu'il y a un climat tropical et qu'il y a des palmiers un peu partout qu'on est dans un paradis fiscal. Vous devez payer de l'impôt sur tous les revenus que vous avez, même à l'étranger, même si vous les rapatriez pas en Indonésie. Chose qui n'est pas le cas avec beaucoup d'autres pays que je vais vous citer dans cette liste aujourd'hui. Je dirais que l'inconvénient principal de Bali, ça va être les structures. Autrement dit, que ce soit les hôpitaux ou les écoles, vous n'avez pas du tout le même niveau de prestation que vous pouvez obtenir dans d'autres destinations. Maintenant, Bali, ça peut en être une excellente destination de domicile secondaire, pourquoi pas, mais rester sur le long terme et payer des impôts là-bas, que ce soit sur vos investissements ou les profits que vous allez générer dans votre entreprise, honnêtement, c'est pas ce que je recommanderais. Troisième destination, la Thaïlande, avec 2 villes en particulier, ou plutôt une ville et une province. Pour la ville, ça va être Bangkok et la province, ça va être
Phuket. Alors Bangkok, c'est une mégalopole où vous avez énormément de personnes, ça fait partie d'ailleurs des inconvénients. Et Phuket, ça va être une île dans le sud de la Thaïlande dans laquelle vous allez finalement partager un petit peu le même climat, bien qu'il va pleuvoir un petit peu plus à Phuket qu'il ne va pleuvoir à Bangkok. Je dirais que le gros avantage de Bangkok en Thaïlande par rapport à d'autres destinations, c'est que cette fois-ci, vous avez des infrastructures qui sont très solide, que ce soit en termes d'école, mais aussi en termes d'hôpitaux. Vous avez énormément de services, donc pour les personnes qui souhaitent optimiser leur emploi du temps, vous avez très facilement des accès à des taxis dans tous les sens. Vous avez accès à une main-d'œuvre qui est pas très chère. Je vous donne l'exemple par exemple de mon conducteur. J'ai un driver full-time, je le paye 1 500 € par mois et c'est déjà 3 fois plus cher que le salaire moyen ici en Thaïlande. Vous avez aussi un coût de la vie qui est modéré. Par le passé, la Thaïlande était une destination qui était pas chère. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, n'imaginez pas venir vivre en Thaïlande avec 1 000 € par mois. Vous n'allez pas apprécier votre expatriation. Je recommanderais plutôt un budget minimum de 3 000 € par mois pour commencer à vraiment profiter de tout ce que la ville et le pays a à vous offrir. En termes de fiscalité, c'est très avantageux parce que jusqu'à présent, l'imposition est uniquement territoriale. Cela veut dire que si vous habitez en Thaïlande mais que vous avez des activités commerciales en dehors de la Thaïlande, vous n'êtes pas imposé sur ces profits tant que vous ne les rapatriez pas en Thaïlande. Si vous souhaitez rapatrier de l'argent en Thaïlande, dans le cadre par exemple d'un investissement immobilier, effectivement vous avez des documents spécifiques comme un FET qui vous permet de ramener de l'argent en Thaïlande net d'impôts sans taxe. Concernant les visas, vous avez principalement 2 options. Le visa aujourd'hui le plus utilisé, c'est le DTV qui vous permet tout simplement pour quelques centaines d'euros de venir vous installer en Thaïlande. Et vous avez un deuxième type de visa qui s'appelait auparavant le visa Thai Elite dont je suis le propriétaire. Et maintenant le nom a changé, ça s'appelle Thai Privilege. Ce sont des visas qui sont payants et qui vont coûter prix starting qui va coûter 15 000 €. Ça va vous permettre de rester sur une période de 5 à 20 ans. Maintenant, les inconvénients de la Thaïlande sont les suivants. Quand vous habitez à Bangkok, il y a énormément de trafic. Donc, vous avez besoin de vivre sur une artère principale qui s'appelle Sukhumvit pour avoir accès au transport en commun, au train qui va être aérien, qu'on appelle le BTS. Et du coup, qui en découle, c'est la pollution. Vous avez énormément de pollution à Bangkok. Ce n'est pas la destination la plus polluée de la liste de pays que je vais vous donner aujourd'hui, mais quand même, il y a énormément de pollution. Moi, personnellement, j'habite ici depuis 7 ans et je vois l'impact de la pollution sur mon corps. Donc, je vous invite à le prendre en compte, surtout si vous avez une famille ou que vous êtes dans un âge qui est avancé. Et donc, du coup, à Bangkok, ce qu'on va retrouver, c'est principalement des entrepreneurs web qui vont avoir en dessous de 35 ans. Les personnes qui vont avoir plus de 35 ans et qui adorent vraiment la Thaïlande, ils vont plutôt déménager à Phuket. Pourquoi? Parce que vous avez tous les avantages de la Thaïlande, mais en plus de ça, vous avez un cadre de vie qui est absolument exceptionnel. Ça va plus plaire par exemple à une famille, ça va plus plaire à des personnes qui veulent un style de vie un peu plus relax que ce que vous pourriez trouver dans une grande ville comme Bangkok. Maintenant, Phuket, c'est devenu très très cher, surtout depuis le conflit entre la Russie et l'Ukraine, puisque vous avez énormément de personnes, que ce soit des Ukrainiens, des Russes et des Chinois, mais aussi des Coréens et Singapouriens, qui se sont installés à Phuket, ce qui a fait littéralement exploser le prix de l'immobilier. Une villa qui est correcte, ça va commencer à 4 000 € par mois, tandis que il y a de ça 5 ans, c'était plutôt aux alentours de 2 000 € par mois. Donc, comptez au minimum 8 000 € par mois pour vivre à Phuket dans de très bonnes conditions, et Bangkok, ce sera plutôt 3 000 € par mois. Quatrième destination préférée des entrepreneurs et investisseurs francophones qui souhaitent s'expatrier, ça va être Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Pourquoi? Parce que vous avez 9% d'imposition sur votre entreprise, aucune imposition à titre personnel et que vous avez des visas qui sont très facilement accessibles avec des périodes de 1 à 5 ans pour ceux qui vont obtenir le Emirate ID et pour les personnes qui souhaitent avoir un Golden Visa, ce qui s'approche le plus finalement d'une résidence permanente, c'est le fait d'investir 2 millions d'AED, ce qui est l'équivalent de 500 000 $ ou 500 000 € plus ou moins, et vous pouvez rester jusqu'à 10 ans. Les inconvénients de Dubaï sont les suivants. Vous avez un coût de la vie qui est très élevé pour une qualité de service qui sera moins qualitative que ce que vous pourriez retrouver dans d'autres destinations, particulièrement sur le continent asiatique. Maintenant, je dirais que le principal inconvénient de Dubaï, ça va être la pollution. Pourquoi? Parce que c'est la ville la plus polluée que je vous cite aujourd'hui dans cette liste de pays, et que c'est pas prêt de s'arrêter demain. Pourquoi? Parce que ce qui crée la pollution à Dubaï, ça va être la production de ciment, la production de matériaux lourds qui vont servir à la construction. Et donc, c'est un pays dans lequel il fait très très chaud. Et donc, de ce fait, le ciment a besoin d'être transporté très rapidement sur les sites de construction.
sachant que le ciment va commencer à durcir aux alentours de 30 à 45 minutes, eh bien finalement, ils ne peuvent pas trop excentrer finalement la production de matériaux lourds. Et donc, toute cette pollution vient effectivement s'abattre sur la ville. Donc, par rapport à la pollution de Bangkok, ou par exemple à Bangkok, vous avez de la pollution certes, mais c'est 2 mois par an. C'est le mois de janvier à février. Pourquoi? Parce que dans le nord de la Thaïlande, il y a énormément de champs qui sont brûlés et tout simplement, cette pollution vient ensuite s'abattre sur Bangkok. Mais globalement, vous en avez tout de même moins qu'à Dubaï. Cependant, je trouve que le problème en Thaïlande est plus facilement résolvable qu'à Dubaï puisque je trouve que c'est plus facile d'arrêter de brûler des champs que d'arrêter de construire. La 5e destination, c'est Singapour. Singapour, vous allez retrouver principalement un spectre de 2 types de personnes. Vous allez retrouver soit des salariés qui travaillent dans des grosses boîtes avec généralement des salaires qui sont importants, ou soit vous allez retrouver des investisseurs qui ont généralement plusieurs dizaines de millions de dollars de patrimoine. Pourquoi ? Parce que pour habiter à Singapour, c'est très compliqué. Sur le papier, soit vous devez investir plusieurs dizaines de millions de dollars pour avoir la résidence permanente, ou alors vous travaillez pour une entreprise qui vous remet un permis de travail et donc vous avez le droit d'y séjourner. Par contre, si vous quittez cette entreprise, vous devez quitter également Singapour. Donc finalement, la seule possibilité pour s'y installer, c'est de payer un service qui est le suivant. Vous allez payer une entreprise singapourienne qui va vous créer un permis de travail dans laquelle vous n'allez pas travailler. Le coût de cette opération, c'est plus ou moins 2000 $ par mois. Et ensuite, après quelques mois, vous allez pouvoir basculer sur ce qui s'appelle le One Pass. Le One Pass, c'est un visa qui va vous permettre de rester 5 années consécutives que vous allez pouvoir renouveler. Cependant, sachez que le coût de la vie à Singapour est très élevé, mais d'un autre côté, vous n'avez aucune imposition sur finalement les revenus de votre business et vos revenus à titre personnel que vous ne rapatriez pas à Singapour. Je dirais que le gros avantage de Singapour par rapport à toutes les autres destinations que j'ai pu citer dans cette vidéo, c'est que vous avez tous les voyants qui sont au vert au maximum, dans le sens où le niveau de sécurité y est au max, le climat est selon moi le plus intéressant, le niveau culturel est mélangé et il est un petit peu caucasien, un petit peu asiatique parce que c'était une ancienne colonie anglaise. Vous avez une population qui est assez hétéroclite dans le sens où vous avez plusieurs nationalités différentes, un peu comme à Dubaï. Vous avez aussi une pollution qui est extrêmement faible pour une grande ville et vous avez des structures, que ce soit des écoles ou des hôpitaux, au top du top. Maintenant que vous avez déterminé le ou la destination qui peuvent vous intéresser dans le cadre d'une expatriation, je vous invite à rester 10 jours dans ce pays en question. Pourquoi? Parce que si vous restez que quelques jours, simplement parce que c'est nouveau, vous allez avoir des étoiles plein les yeux. Et j'ai remarqué personnellement qu'après une semaine, je commence à réellement savoir si je pourrais rester plus longtemps dans ce pays ou pas. Durant cette période de 10 jours, je vous invite à réserver 3 hôtels différents dans 3 quartiers différents pour commencer réellement à comprendre quel est le quartier que vous allez préférer. Ensuite, je vous invite à contacter une agence immobilière et à demander de visiter 5 appartements ou 5 maisons dans des quartiers que vous appréciez. Et enfin, durant cet itinéraire de 10 jours, je vous invite à consulter 1 ou 2 avocats fiscalistes pour comprendre par rapport à votre situation quel régime fiscal vous allez avoir si vous vous expatriez dans ce pays en question. Maintenant, je vous invite à vous prêter à un exercice qui est le suivant. Si vous êtes encore chez vous en France et que vous n'avez pas encore franchi le pas, c'est probablement parce que vous sentez que cette étape est trop lourde. Et donc, je vous invite à effectuer cet exercice suivant que j'ai moi-même fait il y a de ça 10 ans. Lorsque j'avais cette impression d'avoir trop de possessions matérielles qui me retenaient à un endroit en particulier. Cet exercice est le suivant. Vous allez, depuis chez vous, prendre une grande valise et à chaque fois que vous allez toucher un objet pendant une semaine, eh bien vous le mettez dans votre valise. Et tout ce que vous ne touchez pas, tout ce que vous n'utilisez pas, vous ne le mettez pas dans votre valise. Ça va vous permettre de réellement comprendre que vous pouvez voyager finalement avec une seule valise et que vous n'avez pas besoin finalement de tous ces objets que vous avez chez vous. Et potentiellement, c'est peut-être l'occasion de soit donner des objets ou soit revendre des objets pour tout simplement simplifier votre vie. Maintenant, j'aimerais répondre à une question qui est très fréquente de la part des entrepreneurs et investisseurs qui sont en France, qui sont tout simplement investis dans de l'immobilier ou en bourse ou qui ont des activités professionnelles en France et qui me demandent si je revends ce que j'ai en France, dans quoi je pourrais investir tout simplement pour avoir le moins de gestion possible, donc davantage gagner en liberté, mais aussi avoir un revenu qui est un petit peu récurrent tous les mois sans payer trop d'impôts, mais surtout n'avoir aucune gestion pour se libérer finalement de l'espace mental. Eh bien, il y a 3 finalement classes d'actifs qui reviennent le plus souvent sur la table. La première, c'est la bourse. Lorsque vous êtes expatrié en dehors de l'Union européenne, vous avez accès à davantage de produits financiers, notamment sur les marchés boursiers américains. Donc des produits qui vont fournir plus de performances
avec moins de frais. Je vous donne l'exemple d'un ETF par exemple qui s'appelle SCHD, sur lequel vous pouvez investir et vous allez toucher 3,5% de dividendes par an. Et donc tout simplement, c'est une des premières méthodes pour déjà investir avec le moins de gestion possible, avec très peu finalement d'imposition et tout simplement bénéficier d'un revenu complémentaire sans aucune gestion. La deuxième classe d'actifs à laquelle je pense, c'est l'immobilier, mais à l'étranger. Je pense pas que ce soit une bonne solution pour les personnes qui sont récentes dans leur expatriation. Pourquoi? Parce que si vous avez finalement quitté un pied à terre que vous aviez en France pour aller dans une nouvelle destination et pour vous redonner finalement des obligations dans l'immédiat, je pense pas que ce soit une bonne idée. Vous avez réellement besoin de vous imprégner du pays et de comprendre réellement quels sont les quartiers dans lesquels potentiellement investir à l'avenir. Personnellement, j'ai attendu quelques années d'être installé en Thaïlande avant d'investir dans l'immobilier ici. Et c'est pas forcément quelque chose que je recommanderais aujourd'hui. Et donc, ma deuxième recommandation va plutôt se tourner vers le private equity. Alors, sous quelle forme, comment est-ce que ça rapporte, quels sont les risques? Alors, en gros, personnellement, en toute transparence, je suis le cofondateur et le co-directeur d'une entreprise qui s'appelle onlineasset.com, sur lequel on investit notre argent à titre personnel et avec des co-investisseurs sur des opérations de business en ligne situées aux États-Unis qui vont finalement opérer dans des domaines totalement différents comme la santé, comme les finances, comme la création d'entreprises, dans plein de secteurs différents. Et le dividende finalement qu'on va réussir à extraire de nos opérations est supérieur à 15% dès la première année et on envoie un virement bancaire mensuel à chacun des co-investisseurs de manière équitable. La durée moyenne d'une opération chez Online Asset, c'est de 4 ans. Cela veut dire que lorsque vous investissez sur un business en question, pendant 4 ans, vous allez toucher des dividendes tous les mois. Et après cette période de 4 ans, on va revendre le business avec une plus-value et vous allez toucher à ce moment-là, en plus des dividendes que vous avez touchés pendant 4 ans, une plus-value supplémentaire et donc récupérer vos liquidités. Sachez tout de même que le minimum d'investissement sur ce type de classe d'actifs est plus élevé que ce que vous pourriez retrouver en bourse parce que en bourse, vous allez pouvoir investir par exemple 100 € ou 100 $ sur un ETF. Par contre, sur du private equity, comme on rachète des structures qui sont aux alentours de 5 millions d'euros par opération, effectivement, si vous souhaitez 1% de cette opération, c'est déjà 50 000 €. Et bien donc, généralement, le minimum d'investissement chez Online Asset est au minimum de 30 000 € pour les plus petits projets. Pour les personnes qui souhaitent en savoir plus, je vous invite à vous rendre sur notre site onlineasset.com ou à consulter la rediffusion de la conférence que j'ai donnée qui donne beaucoup plus d'informations en détail sur ce type d'investissement. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.